Une présentation sur l'évaluation de la force du. J'ai pas de départ, donc un départ, donc pas de mon enfant. Donc l'évaluation de la force périnée, quand je sais pas bien, les périnées c'est pareil. Ça a un rôle important dans le traitement contre la routine urinaire. Donc qui est une perte d'urine. Du coup, elle a des effets, l'incontinence urinaire a des effets négatifs sur l'aspect social, émotionnel, tout ça. Donc, le facteur de risque, c'est vieillissement, sexe féminin, vagisme, nombre de naissances, bien sûr, infection urinaire, obésité et des interventions, choses comme ça. Le périnée, donc ça supporte le poids des viscères. Limite, il y a des limites, bien sûr. Donc, postérieur, c'est le coccyx, antérieur, le pubis, et latéralement, les tuberosités ischiatiques. On a 3 plans musculaires, un peu profonds. Le moyen au superficiel. Dans le profond, on a tout ce qui est électeur de l'anus, coccygien. Dans le moyen, on a le transverse profond, le sphincter externe de Noët. Le superficiel, on a l'hypocaverneux, on a le spongieux, très superficiel. Et du coup, le fasciculaire endopelvien, il soutient l'utérus, le vagin, le lobe de la vessie et le canal anal. J'ai étudié un article. Du coup, pour résumer, donc, il y a 40 points à la sportive nulle part. Donc, c'est une étude qui concerne la bonne contraction des muscles périnés. On compare 2 types d'évaluation et on compare aussi les mesures entre l'issue du sein et ceux avec qui lancent et moi, j'utilise la méthode Pico pour analyser l'article. Donc, patient, on a 43 étudiants sportifs nulle part. Du coup, on va comparer l'Oxford Candidate Scale et le manomètre péritron. Et du coup, l'outcome, c'est l'évaluation de la force du plancher pelvien. Du coup, ce qui nous emmène à une problématique, savoir s'il y a une différence entre les 2 méthodes pour évaluer la force du plancher pelvien. Donc voilà, ça c'est nos deux méthodes. Du coup, on a l'Oxford Candidate Scale, donc, qui se fait sur le cycle d'échelle de 0, 0 donc on sent pas de contraction, 5 c'est le plus fort. C'est un examen digital du vagin, donc ça permet de quantifier la force. Et du coup, le manomètre, c'est après l'examen digital, et ça permet de quantifier la pression vaginale grâce à des capteurs de corpo et en tension maximale. Du coup, la méthode, donc tous les sujets ont réalisé un niveau d'activité élevé physique, donc, qui a été fait par les questionnaires et tout ça. Du coup, il y a 2 groupes, un continent 27 personnes, un continent 16. Du coup, avant de faire les contractions, on leur a expliqué justement comment les faire au maximum et à se détendre complètement. Et du coup, après, ils ont pu faire 3 contractions consécutives avec un intervalle de 10 secondes entre les efforts. Et du coup, 2 mesures ont été prises le même jour. Donc, le manomètre et l'Oxford nickel. Il y a 1 heure d'intervalle en position couchée, donc surtout on évite les compensations au niveau des abdominaux, fessiers et des adducteurs. Donc, on peut voir sur le graphique que donc, plus la contraction elle est forte, on voit ça à la ligne du bas, et plus la pression elle est élevée. Du coup, on a un test de corrélation qui est modéré, donc parce qu'on a un R qui est égal à 0,646, une bonne petite ligne sur la trace. Et donc, ce test permet de voir le lien entre les deux variables. Et du coup, on a 16 qui présentaient des signes d'incontinence, donc en probabilité, incontinence à l'effort, unique, donc c'est les 2. Et du coup, on n'a pas trouvé de différence entre les 2 groupes, que ce soit au repos et légère au niveau de la contraction. Du coup, les limites de l'article, c'est que c'est une petite taille d'échantillon. C'est une étude qui n'est pas grave, c'est ce qu'on fait. Et c'est seulement pour les jeunes sportifs d'une part. On n'est pas la question. Le départ, la problématique. Donc, on a une corrélation modérée entre l'évaluation digitale et la mesure du manomètre. Et les groupes incontinents et incontinents, donc pas de différence de pression, repos ou contraction très légère. Pour comparer, pour approfondir, j'ai étudié un autre article
Du coup, on a, dans cet article-là, donc on a 19 femmes nullipares. Celles-ci, elles sont pas sportives. Donc, c'est une étude qui concerne la contraction des muscles du périnée. Et du coup, là, on a deux examinateurs. Du coup, ma question picot, donc ça reprend le même schéma, c'est juste que là, on a 19 femmes nullipares. Donc, c'est la même chose. Donc là, la méthode, c'est qu'elles ont toutes été évaluées donc, à 30 jours d'intervalle entre les deux examinateurs. Pourquoi 30 jours? Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Enfin, c'était compliqué de rassembler toutes les avant. Et il fallait attendre quand même un petit peu. Il y avait un critère d'exclusion, c'était entre les deux examinations. Examen, ils ont fallait surtout ordre de pas s'entraîner à contracter ses périnnées pour justement qu'il n'y ait pas de différence. Du coup, on a utilisé la sonde du mètre qu'on a mis à l'intérieur du vagin et pareil, donc on a utilisé l'échelle de notation Oxford. Et du coup, là, les femmes, donc, pareil, elles ont fait une contraction maximum du muscle périnée pour 5 secondes avec un intervalle de 30 secondes en position lithotomie, donc c'est l'image que j'ai mis juste en haut. Et du coup, pareil, je leur explique avant comment contracter et bien relâcher. Et on évite les compensations, les abdominaux, fessiers et adducteurs. Du coup, en l'état, donc, la force musculaire du périnée, les étudiantes, elle a été classée donc, par deux examinateurs, donc avec un kappa pondéré de 0,33. Donc ça, en gros, plus on est proche de 1, et plus les examinateurs sont d'accord. Du coup, on a une différence pas statistiquement significative. Et dans 11 cas sur 11, donc la différence entre les examinateurs, donc, elle est inférieure à 10, et dans 7 cas sur 19, donc supérieure à 15. C'est ce qu'on disait. Voilà. Donc là, donc, on a les deux. Du coup, on a les deux graphiques. On parlait des corrélations Pearson sur le manomètre et le regard fiscal. Les deux examinateurs. Donc pour le 1, on voit que la corrélation est faible. Ça, on pourrait, si on montre sur une droite, c'est pas très regroupé. Et l'examinateur, elle est un peu plus élevée et modérée. Du coup, les limites, donc c'est la taille de l'échantillon. Parce que là, c'est toujours 19, la personne. Là, on a une étude seulement pour les jeunes nullipares, qui ne sont pas sportives, mais toujours nullipares, jeunes. On va essayer sur des personnes plus âgées. Et là, donc, ils ont remarqué donc, la sensibilité de la contraction de l'examinateur lors de l'évaluation n'était pas forcément la même. C'est peut-être pour ça, et bien sûr, l'intervalle de 30 jours entre les deux évaluations, on leur a dit de ne pas s'entraîner à le contracter, sauf que ça se trouve, il y en a quelques-uns qui vont faire inconsciemment, choses comme ça. Il y en a une qui l'a vraiment dit, donc elle a été exclue de l'article. Pour conclure, sur cet article, donc on a une seule corrélation pour l'examinateur 1, et pour le 2, elle est un peu modérée. Donc ça dépend, on peut dire que le résultat d'évaluation musculaire dépend de l'expérience des testeurs et la position testée. Et aussi la différence de corrélation entre les deux utilisateurs, ce que je disais, elle peut être expliquée par un traitement à la contraction. Conclusion générale. Du coup, en fait, Oxford Gain Scale et le manomètre, ils n'appellent pas exactement les mêmes aspects et fonctions des muscles. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément de différence, c'est que c'est plus complémentaire. Une est mieux que l'autre en évaluation. Du coup, on a une corrélation modérée entre les deux types d'évaluation. Chez les femmes nullipares sportives, donc elle est modérée, donc chez les sportives, elle est faible, voire modérée, quoi. Et du coup, c'est pour ça que le développement des nouveaux outils d'évaluation, la force musculaire ne penche pas bien, et le fonctionnement des outils existants sont essentiels pour les évaluations fiables.